connaissent pas. No, 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 no. Soprano, bonjour. Salut. Putain, la vraie voix du gimmick. Bon. Bienvenue sur Bouscapé. Salut. Alors, pour commencer, je voudrais te dire bravo parce que je trouve que ta démarche elle est courageuse. Sortir un livre, une biographie où on dévoile tes faiblesses, tes doutes. Dans un milieu hip-hop qui n'est pas trop habitué à ça, Oui. je trouve ça courageux. Au début, je comprenais pas pourquoi courageux, mais j'ai compris. Ok. Yes. Alors justement, comment t'es venu l'idée? Est-ce que ça vient de toi ou est-ce que c'est tes proches qui t'ont poussé peut-être à te dévoiler d'une autre manière que sur un disque? Alors, à la base, c'était pas prévu de faire une autobiographie. À la base, je voulais faire des histoires. Et je tenais à préciser, vu qu'on est sur Bouscapé, que ça faisait longtemps en fait. C'était depuis la Colombe en fait. Depuis la Colombe, il y avait plusieurs éditeurs qui étaient venus nous proposer, qui disaient chaque fois ouais, on aimerait bien écrire un truc sur Sopra ou faire un. La Colombe, l'album ou le morceau? L'album. Ah ouais, c'est vrai. Si je dis le morceau, ça fait longtemps. Ah, c'est pour ça. Non, comment ça s'appelle pour l'album. Et une fois, on a eu une conversation avec Don Quichotte, les éditions de Don Quichotte, que Phil connaît bien. Et que comment ça s'appelle, qui nous ont, en fait, compte, on a eu confiance en eux et on s'est dit on va écrire des histoires par rapport à ce qui m'est arrivé dans ma carrière et tout ça, pour essayer de laisser une trace positive. Souvent nous on se plaint dans le rap, ouais, c'est notre merde, nanani, nanana. On laisse souvent un côté négatif. Je me suis dit on va laisser ça pour les jeunes, pour leur dire que voilà d'où je viens, regarde d'où je suis venu, on peut faire quelque chose. Et en fait, plus j'écrivais les histoires, je me suis dit, mais merde, il y a des gens par exemple, des gens qui suivent Bouscapé vont comprendre certains trucs, mais monsieur et madame, tout le monde qui est de l'autre côté, ne va pas comprendre certaines histoires parce qu'il ne l'a pas vécu, il ne me connaît pas. Donc c'est là qu'est arrivée l'histoire de l'autobiographie, c'est là que j'ai commencé à écrire en débutant par rapport à d'où je viens, qui je suis, comment j'étais, pourquoi par exemple mes premiers morceaux étaient beaucoup très tristes, il fallait écrire. Comment s'est passé la Street Skills, comment on a monté tout ce qu'on a monté, tous ces trucs là, il fallait que je fasse un récap pour pouvoir expliquer toutes les histoires qui sont à la fin du livre, où je commence un peu à mettre un peu quelques histoires. Dans la méthode de travail, dans la densité aussi que ça représente, c'est quoi par rapport à un album? Alors, nous, avant l'album Psychiatre, avant 4ème Dimension, au début on était parti, on a fait, on va dire, des idées de chapitres. On s'est dit, on va faire ça comme chapitre, ça comme histoire, ça comme histoire, ça comme histoire. À la base, c'était des histoires. On a commencé un peu à répertorier un peu. Moi, je prenais le dictaphone, j'essayais de m'en rappeler. Des fois, je ne me rappelais plus, je demandais à Mathéo et à mes collègues qui sont autour de moi, ouais, tu te rappelles quand on a fait ça, on était où, quelle année, on répertoriait un peu et tout. Et après, il y a eu l'album Psychiatre, donc j'étais obligé j'ai appuyé pause. Et dès qu'on a fini l'album Psychiatre, à la période où on a sorti notre réédition, je me suis remis à écrire. Et j'ai continué à écrire et en fait, j'ai enchaîné les chapitres. Dès que je finissais un chapitre, je l'envoyais à l'éditeur et qui me corrigeait les fautes d'orthographe parce que ouf! J'en faisais des milliards et des milliards, des fautes de temps, passé, pas passé. J'ouvrais le Wikipédia, j'ouvrais le Dico pour pouvoir me rappeler de certains mots que j'ai perdus. Parce que voilà, des fois, quand on est au quartier, quand on est avec les collègues, on commence à avoir un langage qui ne parle qu'à nous-mêmes. Donc tu vois, ça a été un gros travail qui a duré 4-5 mois. Et en même temps, en parallèle, je faisais mon album en même temps. Voilà. Et je faisais la promo de la tournée des Psychiatres. Alors on va rentrer dans le livre maintenant. Ouais. Si je me rappelle bien, tu l'entames avec le plan d'Ao. Donc pour ceux qui ne le savent pas, vous l'avez représenté sur les pochettes de tous vos albums avec les Psychiatres. C'est un quartier qui a été détruit il y a longtemps maintenant. C'était en 96, c'est ça? Ouais, il a commencé, il y a des bâtiments qui ont commencé à être détruits un peu avant. Mais moi, quand je suis parti, c'était vers 96-97, j'avais 17-18 ans. Et c'est là qu'ils ont détruit le mien de bâtiment. Alors on va faire un petit peu de publicité pour les quartiers nord. Ouais. D'un côté positif parce que personne va le faire à notre place.
Merci. Bon, évidemment, comme dans tous les quartiers, c'est des lieux de trafic, mais c'est aussi des lieux de mixité. Ouais. Écoute, tu vois, dans le livre, par exemple, j'ai fait exprès d'insister. J'ai fait exprès d'insister justement sur ce que tu dis. Parce que ça aurait été trop facile de dire, ouais, c'est la merde, le quartier. Moi, j'ai passé des bons moments. Bien sûr, il y avait des trafics, il y a le chômage, tatati, tatata, mais on le sait. Quel quartier en France ne connaît pas ces problèmes sociaux que vit la France aujourd'hui et depuis des années. Donc moi je voulais montrer un peu plus le côté voilà, qu'on était entre potos, on allait jouer au foot, comment je sortais, parce que dans le livre j'explique que je sortais pas beaucoup parce que mes parents ils étaient très stricts, et un peu le côté mélange. Le racisme je l'ai vraiment compris quand je suis sorti du quartier, mais quand j'étais au quartier je savais pas ce que c'était. Tu vois les histoires de juifs, musulmans, noirs, blancs, arabes, j'ai grandi avec eux toute ma vie. Tu vois, donc c'est pas pareil quand tu es né dedans. Donc c'est un peu le côté positif qu'il y a dans les quartiers et qu'on ressent beaucoup à Marseille, même à Paris, dans les quartiers parisiens, mais même dans des banlieues aussi. Mais à Marseille, on le sent beaucoup. Alors justement, on va parler de Marseille. C'est une ville où en fait tu arrives totalement par hasard. Ouais. Parce que ton père travaille sur un bateau, ce qu'on apprend dans le livre, il aurait pu faire une escale ailleurs et décider de se poser. Là, c'était le timing qui a voulu que ce soit Marseille. Tous les Comoriens, ils sont là où il y a plus de Comoriens, c'est là où il y a des ports. Ça veut dire Marseille, Le Havre, Dunkerque. Après, il y en a à Paris, parce que c'est la capitale. Mais tu vas au Havre, la plupart des blagues, tu peux leur demander, c'est des Comoriens. Tu vas à Les Dunkerque. Sénégalais, Maliens, Sénégalais surtout. Ah. Mais les Comoriens, en général, il n'y en a pas beaucoup chez vous, à Paris, Ouais. comme il y en a à Marseille, ou à Dunkerque ou au Havre, tu vois. C'est parce que je pense qu'on est tellement feignants qu'on s'est arrêté dans le premier endroit où c'est mieux dans la classe. Donc voilà, oui, c'est vrai, c'est par hasard que j'habite là-bas. Tu pourrais imaginer une vie semblable si tu étais justement, je sais pas, né à Dunkerque, on va dire. Ça aurait changé quelque chose, je pense. Ou Havre, tu serais Peut-être pas dans une toi. recorbe. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais peut-être j'aurais pas fait de rap. Parce que le rap, moi j'ai toujours voulu faire de la musique. Déjà, ça c'était sûr et certain. Mais si par exemple j'habitais pas dans un quartier, j'aurais fait du reggae ou de la pop, tout simplement. Mais le rap, ouais, peut-être j'aurais une vie différente ailleurs. Par contre, sûr et certain, je vous jure, je ne fais pas le chauvin marseillais, sûr et certain, je pense que j'aurais été pour l'OM. Bon, comme la majorité des Français. Ouais, parce qu'il y a une époque, une période, n'importe où tu étais à fond. Voilà, mais sinon le reste, peut-être que ouais, je pense que j'aurais pas une vie pareille que cette. Alors il y a un truc qui m'a un peu étonné, là on va aller dans tes années d'adolescence ou début de vie d'adulte. T'es un artiste, t'es un rappeur, donc forcément ça entraîne déjà un travail d'écriture. Ouais. Un travail d'écriture, ça demande déjà un minimum de culture. Pourtant, tu décris des lacunes au niveau scolaire et au niveau de la culture générale. Ouais. Alors, soit tu les as acquis plus tard, soit t'es un peu parano sur les bords. Tu sais, je l'ai écrit, ça, mon prof de philo, il m'aimait trop. Il venait, il prenait par exemple, il prenait mes copies, ou même des fois il me voyait écrire un peu des textes parce qu'on était en train de travailler sur j'écrivais toujours des textes. Il disait, oh super, je croyais que j'étais son chouchou. Il arrivait, il voyait mes copies, oh là là, mais c'est super, métaphore, nanani, nanana. Il rendait les copies, à tout le monde il mettait des 19, à moi il mettait 4. J'ai dit, mais attends, d'où je suis trop fort, dessous le chouchou si tu me mets 4. En fait, il m'a expliqué un truc, c'est qu'en fait, oui, pour faire des rimes, des jeux de mots comme on fait au quartier quand on fait des punchlines pour s'amuser, il m'a dit oui c'est bon, mais ça n'a aucun rapport avec le sujet. Il m'a dit je suis en train de vous parler parlez-moi de, je sais pas moi, de la société, encore la société c'est encore un autre cas parce que dans le rap on en parle beaucoup, mais quand il me demandait de développer un sujet, je ne faisais que des rimes, je cherchais que la métaphore. Après il y a un truc qui est récurrent, c'est que quand je me mets en mode, j'écris un texte de rap, il y a des mots que je n'utilise pas quand je suis avec mes collègues ou quand j'écris une lettre qui viennent. Mais ça, Tu t'expliques pas. ça, je n'explique pas, mais je pense, comme elle aime bien dire ma belle-mère, c'est parce que en fait, le reste, j'en ai rien à foutre et ça, j'aime trop. En fait, je crois que c'est un peu ça. Mais quand j'ai écrit le livre, je l'ai senti. Ça veut dire, les premières phrases, je dirais que j'ai commencé à mettre des rimes en fait.
J'ai commencé à écrire, je suis né le 14 janvier 1979 de Paris, de famille de pieuse. J'étais direct déjà, j'ai cherché des rimes, des sonorités. Et en fait, non, il fallait pas que je travaille comme ça. Et c'est pour ça que, comme tout à l'heure je te disais, j'ai ressorti Wikipédia, dictionnaire, je regardais Internet pour voir le temps et tout ça, chronologiquement et tout ça. Alors à cette époque-là, tu commençais déjà à fonder ce qui va ressembler au Psychiatre plus tard. Ouais. C'était un groupe qui s'appelle KDB. Vous étiez 4 rappeurs Ouais, à la base. ouais, c'est ça. Il y en a un qui a dit c'est pas pour moi, qui s'est... Ouais, il est arrêté pour Dean. Il est rentré dans le Dean, il a dit que lui il préférait stopper par rapport à la religion. On a compris. Dans le livre, je ne le dis pas ça. J'explique qu'il avait des raisons. Personnel. Comment? Non. Personnel, non. Personnelles, compréhensibles, j'ai marqué, je crois. Et le truc, c'est que lui, il avait arrêté pour le deal. Il a arrêté pour le deal. on parlera plus tard de ton entourage, quelque chose de très important. C'est quelqu'un qui fait encore partie de ton cercle. Ouais, toujours. C'est-à-dire, il n'y a pas d'embrouille. C'est pas quelqu'un, souvent dans les groupes, je parle plus avec lui, il y a un embrouille, quand on se croise, on dit bonjour de loin. Non, c'est quelqu'un que, voilà, c'est quelqu'un de la famille. Alors je vais revenir un petit peu sur tes doutes. Justement, tu parlais voilà, de ton manque de culture, tes lacunes. Il y a un truc qui va te faire te rendre compte que tout est possible, même deux. D'abord, tu entends le morceau de Michael Jackson, Thriller, c'est ça? Ouais. Ça vient bien avant le Mondial 98, qui est le deuxième truc. Tu avais besoin d'avoir un exemple pour te dire, pour croire en toi, tu avais besoin de voir. Ouais, comme beaucoup de jeunes de quartier, c'est vrai que, en plus, on me l'a rappelé dans une interview il n'y a pas longtemps, j'ai même pas fait exprès. L'album, le livre, je le commence, tu as vu l'absus, l'album. Le livre, je l'ai commencé en parlant de Zidane. Ça veut dire que j'avais déjà un exemple. Pourquoi? Parce que Zidane, il habitait juste en bas de mon quartier. Donc ça veut dire déjà, le mec, le joueur de foot le plus connu au monde, le plus fort du monde, dans le trio Maradona, j'allais dire Abedi Pelé, tu vois, à un moment donné, il habitait en bas de chez moi. Donc ça te donne beaucoup de force. Premier exemple. Michael Jackson, quand lui il est arrivé, lui c'était son histoire rend fou. Il était petit, il avait 5 ans, il était déjà une superstar mondiale parce qu'il faisait des chansons avec son groupe. Et c'est le premier black avec Thriller qui a commencé à mettre un clip sur MTV. Tu vois, il y a beaucoup de choses, tu te dis putain, il fait rêver lui. Il est en train de te montrer que c'est possible. Et après la Coupe du Monde 98, c'est la première fois, comme je l'écris dans le livre, c'est la première fois qu'on m'a dit Saïd, oui, ok, d'accord, tu es entre deux chaises, tu es comorien, marseillais, des quartiers, noir, mais tu es français. Parce que eux, ils viennent de gagner et ils représentent la France. Donc, bien sûr, les exemples ils sont forts et importants. C'est pour ça que j'ai beaucoup développé sur ça dans le livre. Alors à l'époque, t'es pas encore, là je reste dans la même période, en fin d'adolescence, Ouais. premier balbutiement des psychiatres. T'es pas encore une star du rap. La musique, le rap en France n'a pas encore, tu vois, l'importance que ça a maintenant. Ouais. Et toi, pour assouvir ta passion, tu sors. Tu vois. Tu mens un peu aux parents, ou en tout cas tu caches des trucs, sans pour autant partir en couille. Ouais. Mais il y a des anecdotes, comme quand tu rentres et que ta mère elle vérifie si t'as pas des traces de picouse. Il y a un moment où ils vous réunissent tous, toi, Alonso et Vincenzo, pour vous rappeler à l'ordre qu'en gros c'est pas le bon chemin. Il y a aussi le moment où tu rates ton bac. Et où ton père, en gros, là il te met une correction morale de ta vie. Correction morale. Et est-ce que sur le moment tu t'as compris ou est-ce que tu as attendu d'être parent toi-même pour te rendre compte finalement de la crainte qu'ils ont pu avoir, tu vois? Je l'ai compris. En fait, j'ai une première réaction quand mon père m'a parlé. Quand ton père, tu l'as jamais vu pleurer. Il pleure, il te regarde, il ne crie pas. Parce que d'habitude, les papas africains, ça crie. Comme pas possible, ça fait trembler les murs. Là, il parle pas, il dit rien. Il te regarde, tu vois une larme et il commence à te dire j'ai pas vu mon père mourir, j'ai pas vu ma mère mourir, j'ai pas vu tout le monde mourir, j'ai quitté ma mère à 15 ans, j'ai quitté mes amis. Tout ça pour que toi tu viennes ici et que tu fais n'importe quoi et que tu rates le bac. Parce que pour nous au Comores, je pense pour beaucoup de monde aussi, le bac c'était un truc de ouf. Voilà, c'est un truc sacré. Donc c'est vrai que moi là déjà j'ai déjà eu un premier titre. Ça veut dire non, il faut que droit chemin.
juste pour lui. Pas pour montrer une image de je sais pas quoi. Mais Non, pour juste autant, pour lui. t'étais pas déviant. Ça que je veux dire, c'est Ouais, que dans ta tête, ouais, t'avais quand même cette Non, idée mais en de dire, fait, déjà, ça il faut m'a déjà penser ça, retenu. mais Oui. moi, je sais que ce que je fais, ça peut aboutir à quelque chose de bien. Mais déjà, pour le bac, ça m'a donné une force. Mm. Parce que je me suis dit, je vais essayer, parce que j'en avais rien à foutre. Ah, je me rappelle, j'écrivais les textes de l'album de Bloc Party à la fac, à l'école, pendant le bac et tout, j'en avais rien à foutre. Donc ça m'a mis un petit coup de pied au derrière. Et encore mon père, quand il a écouté la première fois le son des bandits, quand il a écouté le son des bandits, là j'ai pris une claque. Là, Ouais, on va y revenir un petit peu plus tard. voilà, là ça m'a donné, ça m'a pris conscience par rapport à la musique de beaucoup de choses, mais on va parler de lecture. Maintenant, plus on grandissait, il nous disait par exemple, les mots que je vous ai appris, vous les connaissez? Ok, vous avez appris vos sourates, et maintenant est-ce que vous savez qu'est-ce que vous dites? Parce que c'est bien beau de lire la Fatiha comme dans le Coran, si tu comprends pas, ça sert à quoi? C'est comme si tu récitais une chanson, mais tu comprends pas. Quand tu vas faire ta prière et que tu récites quoi? Tu parles à Dieu, est-ce que tu sais que tu parles à Dieu? Et toutes ces questions qu'ils nous posaient, en fait, ça nous a mis une morale, ça nous a mis une intelligence, et ça nous a appris à faire la différence de beaucoup de choses. C'est pour eux que je vis, c'est pour vous que je rappe. À bout de force au milieu de l'arène, au milieu des corps de ceux qui ont voulu abattre mes rêves. Toujours debout, l'épée levée, qu'ils viennent. Un coup d'œil dans les tribunes, car c'est dans vos regards que je trouve de l'aide. Dans vos regards que je soigne mes plaies, celles qu'on retrouve dans chaque phase de mes couplets. Aujourd'hui je me bats pour mes véritables besoins, car celui qui se contente de peu ne manque de rien. Moi j'oublie rien de toutes ces galères ni d'où je viens. Moi j'oublie rien, mes potes savent que je reviens de loin. Je suis originaire